Quand on regarde l'histoire politique de cet homme, son histoire se confond pratiquement avec l'histoire politique du Kenya. Bon, on oublie la première partie du Kenya où, comme dans beaucoup de pays africains, c'était plutôt le parti unique, on ne parlait pas de démocratie. Il y a des hommes qui ne fuient pas pour disparaître. Il y a des hommes qui fuient pour rester debout. Des hommes qui traversent des frontières comme on traverse une tempête, avec dans la main, non pas une valise, mais une nation entière accrochée à leur nom. Raila Odinga fait partie de ces hommes nés en 1945 à Kisumu, sur les rives agitées du lac Victoria. Raila n'est pas un enfant du hasard. Il est le fils de Rajamogi Odinga, icône de l'indépendance, compagnon de route de Jomo Kenyatta et conscience politique d'un Kenya encore en construction. Dans sa maison, on ne parlait pas du monde. On l'interrogeait, on le défiait, on le contestait. C'est dans ce foyer de feu que s'est forgée la légende de Raila Odinga. Les années 1970 et 80 étaient brutales. Le Kenya vivait alors sous l'ombre pesante du parti unique, le KANU. Un géant politique à la colonne vertébrale de fer dirigé par Daniel Arap Moi, un homme à la férule autoritaire pour qui l'opposition n'était pas un adversaire, mais une menace. Sous ce régime oppressif, Raila devient très vite un opposant farouche, courageux et déterminé à faire entendre la voix du peuple. En 1982, tout explose. Une tentative de coup d'État qui aurait pu changer le destin du Kenya. Vite écrasé, mais qui devient le prétexte parfait pour faire tomber les voix dissidentes. Raila Odinga, alors jeune leader, est arrêté et emprisonné sans procès pendant 6 longues années. Jeté dans les geôles de Kajiado et Kamiti, on veut briser sa voix, on veut briser son corps, on veut surtout briser ce qu'il représente. Mais on ne brise pas ce qui est né dans le feu, on ne brise pas ce qui est né dans le sang. C'est à l'époque que lui, il a commencé à se battre contre le président que beaucoup de gens ont oublié aujourd'hui, Daniel Arap Moi, qui était là. Il a fait de la résistance, cela lui a valu 2 fois d'être emprisonné. Donc dès le départ, vous avez un monsieur qui s'est battu pour une démocratisation de son pays, qui n'a peut-être pas pu convaincre suffisamment les Kenyans pour pouvoir accéder au pouvoir, bien que ce n'est pas son interprétation, parce que plusieurs élections auxquelles il a participé, il a contesté justement les résultats, considérant que le résultat sorti des urnes n'est pas le même que celui qui a été proclamé par le pouvoir officiel. Souvent même, il l'a dit clairement, on lui a volé sa victoire. Après des années de détention, de harcèlement, de filature, Raila n'a plus le choix. Il doit partir, quitter son pays pour le sauver. Et ce jour-là, il traverse la frontière comme on franchit la dernière ligne entre la vie et la mort. Il rejoint l'Europe. Un exil discret, un exil forcé, un exil nécessaire. De là-bas, il réorganise, il reconstruit, il rallume la flamme du multipartisme à distance, mais avec une précision chirurgicale. La liberté politique revient. Raila Odinga aussi, mais ce n'est plus le même homme, c'est un revenant. Un survivant, un combattant taillé par la prison et l'exil. Les années qui suivent sont une guerre froide, permanente. Fraude électorale, émeutes, accords fragiles, dialogue impossible. Au Kenya, la démocratie est un rêve fragile. Raila en devient le gardien.
Puis arrive 2007, une élection cruciale. Le pays est au bord de l'étouffement. Les résultats contestés déclenchent l'une des crises les plus sombres de l'histoire du Kenya. Plus de 1000 morts, des centaines de milliers de déplacés. Des villes s'embrassent et Raila devient le visage d'une crise majeure. La médiation internationale impose un compromis, un gouvernement de coalition. Raila devient Premier ministre en 2008, un poste, un symbole d'un pays tiraillé entre division meurtrière et espoir de réconciliation. Un équilibre précaire entre paix et vérité. Vous avez quelqu'un qui l'a à la limite dans le sang. Puisque quand vous regardez ce monsieur s'opposer, vous avez l'impression que il est né avec, je ne dis pas il est né dedans, mais il est né avec. Parce que quand on le regarde, son parcours en matière d'opposition, ça rappelle celui de Abdoulaye Wade au Sénégal, ça rappelle celui de Mandela, la période d'emprisonnement qui est plus longue en moins, ça rappelle Alpha Condé, puisque lui également, il s'est opposé pendant très longtemps par rapport à la Guinée. La différence, c'est que tous ceux-ci ont fini quand même par accéder au pouvoir à un moment. Pour lui, ce n'est pas le cas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les batailles électorales reviennent, la contestation aussi. Chaque scrutin devient un champ de bataille politique et Raila Odinga, à chaque fois, devient le visage de la résistance démocratique. Alors arrive 2017, une élection encore contestée, des accusations de manipulation, des foules dans la rue. Et Raila Odinga rejette les résultats de la présidentielle, proclamant que la victoire lui a été volée. Dans un geste sans précédent, il organise sa propre cérémonie de prestation de serment en se déclarant président du peuple. Un geste symbolique, un défi ouvert, un cri politique lancé en plein ciel. La crise s'enflamme. Le risque d'arrestation devient réel. Les forces de sécurité se déploient. Tout peut basculer. Alors, pour survivre, pour continuer la lutte, pour garder sa voix, Raila Odinga quitte le Kenya temporairement. Il se déplace, il circule. Tanzanie, Zanzibar, Addis Abeba. Des frontières, des ports, des aéroports nocturnes. Des capitales où l'on protège, mais où l'on refuse d'être un témoin d'opposition. En effet, ces pays se refusent à être utilisés comme base de subversion. Les gouvernements appellent publiquement au calme, précisent que Raila se trouve chez eux pour une présence privée, refusant toute ingérence. Mais la lutte continue. Du fond de cet exil stratégique, Raila Odinga demeure le combattant infatigable, toujours prêt à défier le pouvoir. Lors des scrutins, à initier discussion et évolution démocratique. La même ligne fragile qu'on retrouve aujourd'hui dans d'autres crises africaines. La même prudence. Le même fil tendu entre humanité et neutralité. Je me dis que c'est là où nos pays doivent aller. Quand on reconnaît le rôle que la personne a joué dans la démocratisation du pays, quand on reconnaît que c'est un citoyen qui a été plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle, qu'il faut le rappeler également a été Premier ministre, parce que après une des crises, celle de 2007 en particulier, où il y a eu plus de 1000 morts au niveau des manifestations, il y a eu plusieurs dizaines de populations, plusieurs centaines même de personnes qui ont été déplacées. Il a fallu faire de la médiation, et il y a Kofi Annan qui avait réussi à faire en sorte qu'on fasse une sorte de gouvernement élargi dans lequel il est rentré et il a été Premier ministre. Donc, de 2008 à 2013. Tout à fait. Donc en plus de son statut d'opposant, il a quand même été Premier ministre dans son pays, il a été député, on lui reconnaît sa stature sur le terrain politique. Raila Odinga, c'est l'histoire d'un homme qui a traversé la prison, la torture, l'exil, la mort politique,
et même l'humiliation électorale répétée pour continuer à croire en un pays qu'il n'a jamais cessé d'aimer jusqu'à sa mort. Un homme pour qui chaque frontière franchie n'était pas une fuite, mais un acte de survie et parfois même un acte de résistance. Mais l'histoire de Raila Odinga n'est pas un cas isolé. Elle n'est pas une exception dans le grand théâtre politique africain. Elle n'est que le premier visage d'une vérité plus large. Sur ce continent, l'exil n'est pas un choix. L'exil ici est une stratégie. L'exil ici est une survie. L'exil ici est une respiration temporaire entre deux batailles. À l'est, Odinga a dû fuir pour rester en vie et pour continuer le combat loin des prisons. Mais si l'on traverse le continent, si l'on quitte les rives du lac Victoria pour descendre vers le golfe de Guinée, une autre silhouette apparaît, un autre destin. Un autre opposant pour qui l'exil n'était pas une défaite, mais le seul moyen de rester debout. Car à l'ouest, au Togo, un autre nom incarne ce même combat, mais avec une dimension encore plus tragique, plus intime, plus sanglante. Un nom chargé d'histoire, un nom qui porte une blessure nationale. Un nom qui défie encore aujourd'hui le poids des dictatures africaines. Jules Christ Olympio, fils de Sylvanus Olympio, premier président du Togo indépendant. Un homme charismatique, un homme respecté, un homme porteur de rêve national. Le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio est assassiné lors d'un coup d'état militaire à Lomé, événement qui marqua brutalement la jeune république. Cette attaque a eu lieu devant l'ambassade des États-Unis et l'investigateur du coup fut le sergent-major Gnassingbé Eyadema qui prit le pouvoir. Ce fut le premier assassinat d'un chef d'État dans l'Afrique post-coloniale, aboutissant à la longue dictature qui suivit au Togo. Ce meurtre fondateur est la blessure qui façonne toute la vie de Jules Christ. Jules Christ grandit donc dans cette tragédie, un enfant marqué par la violence politique, un héritier contraint à l'exil dès l'adolescence, un héritier qui n'oubliera jamais. l'UFC et ses leaders ont poursuivi toute leur vie l'idéal de résistance contre le régime du général Gnassingbé Eyadema. Cette lutte a souvent été très dure et nous avons connu de façon très personnelle les conséquences de sa violence physique. Né le 26 décembre 1936 à Lomé, Jules Christ n'est pas qu'un opposant. C'est un cerveau, un technocrate d'exception. Un financier hors norme, le premier africain francophone recruté par le Fonds monétaire international, le FMI. Washington, New York, Paris, Londres, il observe les puissances, comprend leurs mécanismes, apprend leur langage. Et dans cet apprentissage, une conviction se renforce. Son pays mérite mieux que la peur. Dès 1967, lorsque Gnassingbé Eyadema prend le pouvoir, l'espace politique se referme. La contestation devient un crime. Jules Christ Olympio est interdit de politique. Alors il crée, en exil, le mouvement togolais pour la démocratie. Sa voix franchit les frontières, elle dérange, elle inquiète. Lomé riposte, le régime le surveille, le traque, le diabolise, mais il continue. Puis arrive 5 mai 1992, la date la plus sombre de sa vie, une embuscade à Soudou, dans le nord du Togo. Jules Christ se rend à un meeting. La route est tranquille, mais c'est un piège. Des tirs, des cris, des corps qui tombent. Jules Christ est grièvement blessé, touché au poumon, touché à la vessie.
Son chauffeur meurt. Ses compagnons tombent. Son véhicule est criblé de balles. C'est une tentative d'assassinat. Une exécution politique déguisée. Un message sanglant. Il est évacué en urgence d'abord au Bénin, puis transporté vers la France et l'Angleterre. Un an d'hôpitaux, un an de douleur, un an à lutter pour respirer, pour marcher, pour survivre. Mais il survit. Et c'est cela, le drame du régime. Il n'est pas mort, il ne s'est pas tué, il n'a pas cédé. Malgré cela, nous restons aujourd'hui comme toujours fermement attachés à un idéal de changement et de renouvellement démocratique au Togo. C'est la raison pour laquelle nous avons fait la démarche de nous engager dans un accord de gouvernement avec le régime en place en 2010. Accord qui, je le rappelle, demandait au RPT les mêmes concessions qui sont aujourd'hui, une fois encore, réclamées par le peuple dans la rue. C'est également la raison pour laquelle nous avons continué à travailler avec abnégation sans les outils que nous avons souhaité, à faire avancer petit à petit la cause que nous aurons souhaité du bien-être économique du Togo et des Togolais et des Togolaises. Après l'attaque, l'exil devient sa normalité. Il trouve refuge au Ghana. Pas par choix, par nécessité, par survie. Accra l'accueille, mais avec prudence, avec diplomatie, avec calcul. Le Ghana annonce publiquement: Jeune Christ Olympio est ici pour des raisons médicales. Il n'est pas autorisé à mener des activités politiques sur notre sol. Nous ne serons pas un foyer d'opposition contre le Togo. Fin de citation. Un langage diplomatique que l'Afrique connaît trop bien. Un équilibre fragile entre humanité et non-ingérence. Mais malgré ces précautions, sa simple présence à Accra bouleverse tout. Elle irrite Lomé, elle inquiète Abuja, elle force la CEDEAO à observer. Elle oblige chaque capitale à choisir un mot parce que Jeune Christ Olympio n'est pas un exilé ordinaire. Il est un symbole continental, un opposant charismatique, un héritier de martyrs, un homme capable de rassembler la diaspora togolaise, d'agir depuis Paris, de mobiliser depuis Accra, de parler et d'être entendu jusqu'aux Nations Unies. Dans les années 2000, il tente de revenir, d'être candidat, de participer aux élections. Mais un obstacle l'en empêche systématiquement. Le régime exige une résidence permanente au Togo pour se présenter. Condition impossible pour un homme dont la vie est menacée sur place. Alors le combat continue. Depuis l'extérieur, Jeune Christ Olympio devient l'homme de l'exil long. Le président du parti l'Union des forces de changement UFC depuis l'étranger. Le chef moral d'un peuple fracturé, la voix d'une opposition qui refuse de mourir. Monsieur Jean-Christ Olympio est rentré dans ses droits, d'autant plus que son parti constitue la plus forte de l'opposition aujourd'hui, avec 7 députés à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est de bonne guerre. Maintenant, je ne sais pas ce que lui-même va se mettre devant la scène, il va choisir un dauphin ou quelqu'un pour vu son âge. Il a 82 ans. 82 ans. Je ne sais pas qui serait encore beaucoup plus actif à faire ce travail comme il le faisait contre le général Iyadema. Pendant 25 ans,
Il navigue entre le Ghana, la France et le Royaume-Uni. Son exil devient une structure politique, un refuge et un champ de bataille, un espace de respiration et une zone de tension diplomatique. Il devient un homme frontière, un homme tension, un homme symbole, un homme dont la simple présence dans un pays peut déclencher un communiqué officiel. Aujourd'hui encore, son nom reste associé à l'un des parcours d'opposition les plus intenses d'Afrique francophone. Une vie faite de survie, de résistance, de crise électorale, d'exil forcé, de compromis amers et d'espoir impossible. Un homme qui a passé sa vie à courir entre les États exactement comme certains opposants d'aujourd'hui. Exactement comme ceux dont la présence sur le territoire d'un pays voisin constitue à elle seule un acte politique. L'histoire de Raila Odinga, celle de Jean-Christ Olympio, aussi tragique et exemplaire soit-elle, ne sont que des chapitres parmi d'autres dans ce vaste livre de l'exil politique africain. Mais aujourd'hui, loin à l'ouest, à la croisée des frontières du Cameroun, du Nigeria et de la Gambie, un autre nom écrit sa propre page. Issa Chiroma Bakari, un homme qui, à l'instar de ceux que vous venez de découvrir, n'a pas fui pour se cacher ni pour disparaître. Il est parti pour continuer à résister, pour que sa voix porte encore, pour rester debout face au pouvoir qui le refuse de légitimer. Son exil a commencé à Yola, dans l'état nigérian d'Adamawa, où il a trouvé une protection fragile mais précieuse. Un sanctuaire temporaire, fruit d'un soutien discret des notables, d'hommes d'affaires et même des militaires camerounais ayant déserté. Puis, le 7 novembre, ce refuge s'est déplacé vers la Gambie où il a été accueilli, mais pas sans condition ni enjeu. Là, dans ce nouveau refuge africain, il porte le poids immense d'une nation en crise, d'un combat politique qui transcende les frontières et le temps. De toute évidence, avant même qu'on retrouve ses pas ou d'être localisé en Gambie, nous savons qu'il était pratiquement en cavale, quand bien même qu'il essayait toujours de donner des mots, notamment de pouvoir résister à Paul Biya, sinon à l'élection de Paul Biya, par la voie pacifique. Mais nous savons ce qui s'en est suivi. Il y a eu quand même des morts d'hommes par rapport donc à ces manifestations-là. Ce passage d'un pays à l'autre, loin d'être une simple fuite, est une stratégie politique fragile et déterminée. Une stratégie qui illustre encore une fois combien le pouvoir et la résistance s'entrelacent étroitement sur ce continent où exil rime souvent avec combat. Issa Chiroma n'est pas une figure nouvelle. Ancien ministre et proche allié de Paul Biya, il a longtemps défendu la ligne dure du régime. Mais en 2025, son virage est radical. Il devient leader de l'opposition, candidat à la présidentielle du 12 octobre et conteste la réélection de Biya pour un 8e mandat. Le pays est en ébullition. Élections contestées, accusations de fraude, manifestations et répression. Face à cette escalade, Chiroma devient persona non grata. Rapidement, il échappe à plusieurs tentatives d'arrestation jusqu'à ce que le danger devienne trop réel. Dès octobre, dans le plus grand secret, il quitte le Cameroun, d'abord pour le Nigeria. Son premier exil est stratégique. Yola lui garantit sécurité, appui, réseau traditionnel et politique, sa famille, dont son épouse Aminata Chiroma Muller, l'a déjà rejoint pour organiser ce départ. Mais le Nigeria n'est qu'un palliatif dans ce combat qui continue. De là, il se proclame président élu, signe des décrets, appelle à la désobéissance civile, à un véritable soulèvement symbolique. On l'accuse véritablement d'avoir de s'être autoproclamé, en tout cas président ou vainqueur de ces élections-là, et qui dit être autoproclamé vainqueur, ça voudrait dire que vous êtes
président de la République, ce que le pouvoir central de Cameroun n'entend pas d'un bonne oreille. Donc, estime qu'en réalité, vous savez comment ça se passe au Cameroun, lorsque ces genres de faits se produisent, notamment, vous êtes tout à fait, étant donné que cette page d'élection est tournée, Bakary savait bien évidemment qu'il ne serait pas quand même laissé, il serait quand même poursuivi. Voilà pourquoi lui-même, sachant les méthodes et les pratiques, en tout cas du gouvernement du Cameroun, a essayé d'être dans la clandestinité avant d'être repéré en Gambie. Le cadre nigérian devenant trop étroit, notamment à cause des tensions diplomatiques entre Yaoundé et des risques des procédures d'extradition, Chiroma a poursuivi son exil vers la Gambie. Il est arrivé à Banjul le 7 novembre 2025 où il a été accueilli officiellement pour des raisons humanitaires dans un cadre de solidarité africaine. Ce transfert a été facilité discrètement par la diplomatie nigériane qui joue un rôle crucial dans la gestion et la médiation de cette crise régionale. Le choix de la Gambie, un petit État souvent négligé sur la scène internationale, est symbolique. Ce pays assume un rôle de refuge et de pont dans une région marquée par des crises politiques sans fin. La Gambie a confirmé ce dimanche que l'opposant camerounais Issa Chiroma Bakary se trouve sur son territoire depuis le 7 novembre. Selon Banjul, il est accueilli temporairement pour des raisons humanitaires et dans un esprit de solidarité africaine afin de garantir sa sécurité alors que se poursuivent des discussions diplomatiques autour de la crise post-électorale au Cameroun. Mais cette mention de discussion en cours relance la question de possibles négociations. Un point sensible surtout après la récente sortie vidéo de l'opposant où il affirmait qu'il ne reculera pas, ne négociera pas et ne capitulera jamais. Et son entourage maintient la même ligne. S'il y a négociation, ça sera uniquement sur les conditions de départ de Paul Biya. Rien d'autre, assure ses proches. À Yaoundé, c'est un silence radio. Le gouvernement n'a confirmé aucun échange avec l'opposant et n'a encore réagi officiellement à son séjour en Gambie. Dans un communiqué, l'équipe d'Issa Chiroma, par la voix de Maître Alice Com, désormais présentée comme porte-parole de la présidence élue, a remercié la Gambie et les pays qui veillent à sa sécurité, saluant leur engagement pour la démocratie et la paix. L'exil d'Issa Chiroma s'inscrit incontestablement dans la grande histoire des résistances africaines contre l'autoritarisme où l'opposant devient contraint de fuir, faisant du territoire étranger un espace de lutte et de contestation. Il n'a pas choisi la Gambie par hasard. Ce pays évoque en effet un passé singulier. De 1942 à 1989, la Gambie a formé avec le Sénégal la Confédération Sénégambia, un projet d'union politique et économique qui, malgré son échec, symbolisait une solidarité régionale forte entre deux États partageant histoire, culture et enjeux géopolitiques. Cette confédération née dans le contexte d'une Afrique en quête de coopération régionale et d'entraide mutuelle représentait une tentative de dépasser les frontières nationales au profit d'une union renforcée, notamment dans le domaine sécuritaire, diplomatique et politique. Cette configuration historique confère à l'exil de Chiroma une forte symbolique, un message clair à Biya, mais aussi au monde. La contestation camerounaise est vivante, déterminée et porteuse d'une volonté de changement profond, même depuis l'éloignement. La sécurité de la personnalité d'Issa était menacée. Et ça, je ne crois pas qu'on puisse demander des motifs assez factuels pour quand même définir. En tout cas, c'est ce genre des pratiques du pouvoir central du Cameroun. Mais ce qui est important, c'est d'avoir quand même signalé dans ce communiqué-là qu'il n'utilisera pas la Gambie comme base arrière pour des activités subversives au niveau du Cameroun. Ce qui est très important parce que les relations diplomatiques, pour pérenniser les relations diplomatiques quand même avec le Cameroun, il faudrait quand même que ce pays puisse définir en réalité les raisons pour lesquelles il est donc abrité Issa. Mais
au-delà de ça, je pense que cet arrêt est jugé comme temporaire, comme l'a dit le communiqué, pourrait quand même les jours à venir être définitif, étant donné si Issa lui-même acceptait, en tout cas les conditions dans lesquelles la Gambie voudrait bien évidemment l'accueillir comme réfugié sur son territoire. Lorsque les thèmes seront donc acceptés, on mettra quand même au regard de l'opinion que voilà, sur ces thèmes-là, la Gambie pourra continuer par assurer aussi bien l'intégrité physique et la sécurité d'Issa. C'est précisément cet esprit de solidarité qui guide aujourd'hui l'accueil d'Issa Chiroma par la Gambie, offrant à ce leader politique camerounais un refuge temporaire, mais chargé de sens. Cette hospitalité humaine se place dans la continuité d'une tradition africaine où des États voisins protègent ceux qui, confrontés à la répression ou à la menace, doivent poursuivre leur combat depuis l'étranger. Ouverte à la coopération régionale, la Gambie agit avec prudence, soulignant son respect pour la souveraineté des États africains et refusant toute instrumentalisation de son territoire à des fins subversives. C'est triste, hein? C'est triste pour nos pays et c'est triste pour certains dirigeants africains. À chaque élection, il faudrait que, s'il n'y a pas de l'embastillement, si on n'arrête pas quelqu'un, il faudrait que la personne s'exile. Et on l'a connu dans plusieurs pays, parfois même certains opposants meurent en exil et tout ça. Et ce n'est pas honorable pour un continent qui se veut un continent en voie de développement. Parce que quand on veut se développer, on commence depuis la base. La base, c'est l'alternance politique. Et la base, c'est la transparence des élections. La base aussi, c'est de permettre aux citoyens de choisir qui ils veulent comme dirigeants. Mais maintenant, quand le jeu même n'est pas clair, c'est vrai, Chiroma lui-même, il a eu à participer à ce genre de choses dans le régime, et maintenant il est en train de subir les affres, mais c'est son choix, c'est un choix de devenir opposant. Il est devenu opposant, il a participé aux élections, il a eu un certain nombre de procès-verbaux, il s'est dit président, et donc à un moment donné dans les normes c'est à la Cour constitutionnelle de pouvoir jouer ce rôle-là en bien fouillant ce qui s'est passé et en donnant les résultats assez crédibles. Malheureusement ça n'a pas été le cas. On a vu tout ce qui s'est passé, des gens qui sont des hauts perchés qui sont au niveau de la Cour constitutionnelle, qui vouent une certaine un certain culte au président de la République Paul Biya. Et aujourd'hui je savais que ça allait arriver, soit Issa Chiroma allait être arrêté à Garoua là-bas et puis emprisonné comme ça avait été le cas pour Maurice Kamto avant qu'il ne s'exile. Et aujourd'hui lui au moins il a eu la capacité de s'extirper du pays. Mais ce n'est pas du tout bien pour le Cameroun, parce qu'aujourd'hui quand vous prenez le Cameroun, il n'y a plus véritablement d'opposants qui puissent faire qui puissent mener de véritables actions sur le terrain politique. Donc c'est très compliqué que on écarte Maurice Kamto. Aujourd'hui Issa Chiroma il est obligé de s'exiler et le pays est très bien choisi, la Gambie. L'exil en Gambie symbolise donc plus qu'un simple refuge sécuritaire. Il incarne un maillon d'une chaîne de solidarité régionale rare et précieuse, un espace où les conflits intérieurs prennent une dimension politique et diplomatique plus large, en impliquant les partenaires de la région dans le chemin vers une résolution pacifique. Pour Issa Chiroma Bakary, ce choix n'est pas seulement géographique mais stratégique. C'est un ancrage dans un territoire porteur d'une histoire commune d'entraide continentale, une étape clé pour prolonger sa lutte face à un régime contesté, tout en bénéficiant d'une protection fondée sur des accords implicites et un climat de confiance régionale mais fragile. Vous savez très bien que l'actuel président de la Gambie, Adama Barrow lui-même, il a eu à subir ce genre de choses vis-à-vis de Yahya Jammeh et s'était exilé au Sénégal. Donc aujourd'hui, lui aussi, il accepte un autre réfugié qui se dit, il a gagné les élections, mais malheureusement, quand on sait très bien que, au Cameroun, ou bien dans la plupart de nos dictatures, après ces élections-là, on passe au coup de filet, on arrête tout le monde, on le jette en prison, on les maintient là-bas jusqu'à ce que le mandat se termine, et même quand on lui permet de sortir, on met dans une certaine clause, quand tu sors, tu t'exiles. Et donc, voilà ce qui se passe dans la plupart de nos pays. Issa Chiroma
n'a pas dérogé à cette règle-là, malheureusement pour lui, et au vu de son âge aujourd'hui, s'exiler, ce n'est pas du tout normal. Et est-ce la fin de la résistance pour Issa Chiroma Bakary? Issa Chiroma, c'est quelqu'un qui est le porte-flambeau de l'opposition. Il a participé à ces élections-là. Mais il faut savoir qu'il ne peut rien faire lui seul. Il ne peut rien faire lui seul. C'est le peuple qui est derrière lui qui devait normalement mener la résistance et accepter, aboutir à la victoire. Mais aujourd'hui, est-ce que le peuple camerounais est dans cette logique-là? C'est un peuple résigné. Ils ont fait 2-3 jours de mouvement et puis après, ils se sont lassés. Ils sont retournés à leurs anciens boulots. Ils sont retournés à leur bière comme ils savent si bien le faire. Et c'était la même chose pour Maurice Kamto. Quand il disait qu'il avait gagné les élections, c'est la même chose qui s'était produit. Il y a eu 2-3 jours de manifestation. Et puis par après, Maurice Kamto s'est retrouvé face à la justice camerounaise et face au sbire de Paul Biya. Donc, Issa Chiroma, moi aussi, je suis heureux pour lui qu'il s'est exilé en Gambie aujourd'hui. Donc, aux Camerounais de savoir ce qu'ils veulent de leur vie. Si ils veulent continuer par être gouvernés par Paul Biya et ensuite peut-être par Franck Biya, c'est à eux de décider. Le reste là, c'est Issa Chiroma, vu son âge, il a quand même tout donné dans cette bataille, dans cette dernière bataille, même si je ne lui prédis pas un avenir politique terne. Comme Raila Odinga, comme Gilles-Christ Olympio, comme tant d'autres avant lui, Issa Chiroma porte désormais un poids qui dépasse son nom. Le poids de l'alternative. Le poids de ce qui pourrait advenir si la voie de l'exil parvient à toucher ceux qui sont restés. Dans cette distance imposée, il construit un autre type de présence. Une présence spirituelle, politique, stratégique. Une présence qui dérange. Son combat depuis Yola, puis depuis Banjola, n'est pas seulement une bataille électorale. C'est une bataille pour la mémoire. Une bataille pour la vérité. Pour un pays qui peine à se reconnaître dans les urnes qu'on lui montre. Pour une démocratie dont on arrache chaque jour un morceau, mais qui continue de respirer malgré tout dans le cœur de ceux qui résistent. Et alors que le Cameroun traverse l'une des plus grandes secousses de son histoire, l'exil d'Issa Chiroma devient un miroir tendu à Paul Biya, un miroir tendu au système, un miroir tendu au peuple, un miroir tendu à l'Afrique. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour garder un pouvoir? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour retrouver une liberté? L'histoire dira un jour qui avait raison. L'histoire dira un jour qui a vaincu. Mais aujourd'hui, ce qui importe, c'est que le combat continue pour certains. Dans la voix d'un homme traqué, dans les murmures d'une nation blessée. Merci à tous.